programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, l'Office des routes a dénoncé le sabotage du pont Loubi. Alors qu'il vient d'être réhabilité, plusieurs pièces essentielles du pont ont été déboulonnées et volées par la population locale, compromettant ainsi la sécurité et l'intégrité de cette infrastructure cruciale. Au Sud Kivu, bientôt la réhabilitation de l'aéroport de Kavumu comme promis par le chef de l'État Félix Tshisekedi. La maquette a été dévoilée ce week-end. Le gouverneur de province s'est félicité de cette avancée. Et dans le monde, nous parlerons de cette disparition tragique. La légende du cinéma français Alain Delon est mort ce dimanche à l'âge de 88 ans. Dans sa maison de Douchy, ont annoncé ses 3 enfants. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. 13 août 2004, 13 août 2024, 20 années se sont écoulées depuis le massacre de Gatumba où 150 réfugiés Tutsis congolais essentiellement originaires du Sud Kivu furent tués et une centaine blessés. La commémoration de cet événement tragique par la communauté Banyamulenge de Kinshasa a eu lieu samedi à l'immeuble Reine de la Paix avec comme phrase clé « Non à l'impunité ». Que justice soit rendue aux victimes. Reportage de Rufus Lukanga. Réunie dans cette salle, la communauté Banyamulenge vivant à Kinshasa commémore la 20e année du massacre de Gatumba au cours duquel des réfugiés congolais au Burundi ont été cruellement massacrés le 13 août 2004. Une commémoration en présence des autorités et autres personnalités du pays. J'étais un témoin privilégié parce que, à la suite de ces événements, nous sommes repartis au Burundi et nous pouvions encore sentir l'odeur des corps calcinés. Nous pouvions encore voir ces corps sans vie, totalement déformés par le feu. Nous pouvions sentir la détresse des survivants. Des attaques perpétrées contre les réfugiés congolais au site de Gatumba au Burundi, dont la quasi-totalité des victimes sont des Banyamulenge. Cette nuit, du 13 au 14 août, 166 morts ont été enregistrés et plusieurs centaines de blessés. Le massacre de Gatumba présente une particularité qui se matérialise par le modus operandi si loin inédit de la composante congolaise en refuge au Burundi. La commémoration de cet événement tragique est une opportunité de hausser la voix pour dire non et plus jamais de tels massacres à l'endroit des Congolais, quelle que soit leur appartenance tribale, le lieu où ils vivent ou leurs convictions, et aussi réclamer justice pour les victimes. Et pourquoi je tiens à y participer, c'est parce que je me dis que notre présence peut également être un signal en direction de tous ceux qui brisent la paix, de tous ceux qui sont en train de détruire la cohésion, la cohabitation entre nos communautés. Ces réfugiés congolais avaient quitté la ville de Bukavu et d'Uvira à la suite des guerres à répétition imprimées à l'est de notre pays depuis 1964 par les ennemis de la paix. Un autre massacre dans ce journal, c'est le massacre de Kilwa survenu ce jeudi dans le Haut-Katanga où 9 personnes ont péri suite au tir des éléments des FARDC. La Fondation katangaise a lors d'une rencontre condamnée avec la dernière énergie ce qu'elle qualifie de tuerie. Je vous propose de suivre le compte-rendu de la réunion dans cet extrait choisi par Dickens Kaboya. Compte rendu de la réunion de la Fondation katangaise du samedi 17 août 2024. Les événements malheureux de Kilwa survenus ce jeudi 15 août 2024. Informé par la voix des ondes qu'une marche des membres de la secte Mbidi Kiloué, bien connue dans la contrée, a été violemment réprimée, causant mort d'hommes parmi les marchands sans armes, le président de la Fondation katangaise, l'honorable Mbanga Mukose Dieudonné, a convoqué en toute urgence
une réunion extraordinaire pour statuer sur la question. La Fondation katangaise s'indigne de ce massacre crapuleux et condamne avec fermeté cette énième attaque meurtrière sur les populations civiles ainsi que des fusillades horribles qui ont ôté des vies à des paisibles citoyens, endeuillé plusieurs familles et sémé la désolation au sein de cette population longtemps meurtrie et abandonnée à elle-même dans la lutte contre la précarité. Cette situation extrêmement grave et inquiétante crée un malaise au sein de la population. Ainsi, la Fondation katangaise, avant d'entreprendre toute action, vient de mettre sur pied une commission d'enquête qui se rendra sans délai sur le lieu des événements pour faire la lumière. La Fondation katangaise appelle donc les autorités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sanctionner les commanditaires et protéger la population. La Fondation katangaise appelle la population de Kilwa et de l'ensemble du Katanga au calme en attendant que la lumière soit faite et que les responsabilités soient établies. Et toujours dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi, la marche pacifique d'un parti politique membre de l'Union sacrée est interdite par les autorités locales. Il s'agit de l'Union pour le développement du Congo, IDCO, en sigle de Thierry Ngoyi Luangu. Le secrétaire général Jean-Jacques Lupweka a exprimé sa désapprobation justement et a qualifié cet acte de sabotage. Une forte mobilisation des militantes et militants de l'Union pour le développement du Congo, parti cher à Thierry Ngoyi Luangu, a été observée le samedi dernier à Lubumbashi, précisément à la place de la gare, point de départ choisi pour une marche de soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la paix à l'est du pays. Tous habillés aux couleurs du parti, ciel et or, ces milliers de militants et sympathisants de cette formation politique léguée par Feu Banza Mukala Isungu ont voulu, entre autres, dire tout haut non à la balkanisation, non à la haine tribale et non à la division. Contre toute attente, cette grande marche qui devait partir de la place de la gare en passant par les avenues Lumumba, Laurent-Désiré Kabila et Kassavubu pour chuter au Square Forest a été étouffée dans l'œuf par les autorités urbaines, en dépit de la correspondance datant du 8 août dernier adressée à la mairie de Lubumbashi. Informé de ces désagréments, Thierry Ngoyi Luangu, par le biais de son secrétaire général, a promis de saisir les autorités nationales compétentes pour exprimer sa désapprobation. Nous avions mobilisé plus de 2500 personnes à la place de la gare comme thème soutien au chef de l'État, au FARDC, et on prône aussi pour la paix. Et on était surpris en voyant la Jeep de la police, et la police a chassé nos militants. L'IDECO, comme vous le connaissez, c'est un parti de l'Union sacrée. Malheureusement, nous ne sommes pas considérés. Depuis les 8 qu'on avait écrit, on devait avoir une réponse après 48 heures. On n'a pas une réponse, et aujourd'hui, Madame le maire, elle a envoyé des policiers pour nous disperser. Malgré cette interdiction, l'Union pour le développement du Congo continue à exprimer au président de la République et à saluer les efforts des FARDC dans la quête de la paix et la stabilité en RDC. Et on va retourner ici à Kinshasa. Samuel Mbemba Kabouya s'était rendu samedi au camp Luka où il a informé les habitants du quartier du début effectif des travaux de construction du pont Maluku. Une occasion pour le vice-ministre de la Justice de conscientiser la population sur l'importance de ces travaux qui vont durer 2 mois. Ce samedi 16 août, Maître Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international, a fait la descente à Kanluka. Kobanda mukolo ya le 20 tokosala 2 mois oyo nzela na biso ya Kanluka oyo ekokangama po batiela biso pont. Il était question pour Maître Samuel Mbemba d'informer les siens du début effectif des travaux de construction du pont Maluku, long de 150 mètres. Dès ce mardi 20 août, dit-il, les travaux vont débuter et vont durer 2 mois. Il a ensuite conscientisé la population sur l'importance de ces travaux. En tout cas, nous sommes satisfaits, Lélo.
Comment on a son excellence vice-ministre de la justice kokita awa na Kaluka kopesa go na makambu oyo ya pau. Tozo remercier président Fati Beton na oyo azo sale la biso na Kaluka. En ce qui concerne le déplacement de la population, le maire élu de Kinshasa a souligné que durant cette période, l'entrée tout comme la sortie des engins roulants se fera dans la partie ouest du quartier, précisément à Selembao, sur la route de la Libération ex-24 novembre. Par la même occasion, le vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba, a appelé les habitants de Kanluka à soutenir davantage le président Félix Tshisekedi, acteur principal du désenclavement de Kanluka. Il faut noter que ce pont est le premier sur 3 qui désenclave totalement Kanluka. Et puis au Kasai oriental, le pont Loubi, à peine réhabilité, est déjà déboulonné par la population locale. L'Office des routes a qualifié cet acte de sabotage, justement le vol des vis et autres pièces de montage de l'infrastructure. Sa sécurité serait donc déjà compromise. Héritier Tambois nous en dit plus. C'est un fait on ne peut plus insolite alors que son effondrement en mai dernier avait causé beaucoup de désolation de la part de la population qui avait vu sa seule voie de communication reliant les territoires des Kabeya-Kamwanga à la ville de Mbuji-Mayi s'écrouler. Les ponts Loubi réhabilités et déjà victimes d'un acte barbare de la part de ses bénéficiaires. L'Office des routes l'a qualifié de sabotage. Plusieurs pièces essentielles du pont ont été déboulonnées et volées par les riverains, compromettant ainsi la sécurité et l'intégrité de cette infrastructure cruciale, une semaine seulement après sa réouverture au trafic pour les véhicules de gros tonnage, a déploré le service public. Certaines vies et plusieurs boulots ont été enlevés et emportés par des inconnus. Une équipe d'ingénieurs de l'Office des routes a été dépêchée sur place afin de réviser les parties fragilisées et renforcer cette infrastructure routière pour éviter les accidents. L'Office des routes a par ailleurs lancé un appel au patriotisme pour le respect des biens d'utilité publique. Pour les coordonnateurs des travaux, remettre à l'État l'ouvrage après son sabotage peut prendre quelques jours car les travaux nécessitent un financement et l'achat du carburant afin d'ébouter entier les ponts. Et lors de sa campagne électorale en décembre dernier, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait, à l'étape du Sud Kivu, promis de moderniser l'aéroport de Kavumu. Toutes les conditions pour le début des travaux étaient réunies. La maquette a été dévoilée ce week-end à Bukavu. Le gouverneur de province, Jean-Jacques Poroussi, qui salue ce projet salutaire pour sa province, a pris langue avec l'entreprise Sokeriko, qui a déjà fait le déplacement de Bukavu pour cette fin. Crispin Chipinkoufoua. C'était une promesse de campagne du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'aéroport de Kavumu, situé à 37 km du centre-ville de Bukavu, va être totalement modernisé. Sa maquette a été présentée ce week-end au gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi Sadiki, par Patrick Boussou-Bangui, à la tête d'une forte délégation de la société Sokeriko, chargée d'exécuter les travaux de construction et de modernisation de l'aéroport de Kavumu. Les conditions nécessaires au lancement des travaux étant réunies à 60%, Jean-Jacques Poroussi parle d'un projet qui va honorer sa province et le pays en général. La piste sera étendue de 700 mètres pour commencer. Et nous sommes très ravis parce que là nous serons vraiment indépendants par rapport à nos ennemis, à nos pays voisins sur le plan des vols internationaux. Les assurances du chef de la délégation. Je voudrais rassurer la population du Sud Kivu que c'est chose faite. Donc les travaux ont commencé, c'est seulement techniquement que peut-être vous n'avez pas encore vu, mais les travaux ont déjà commencé. Et c'est une fierté pour moi aussi d'avoir accompagné ces projets dès le départ. Nous remercions les chefs de l'État, le président de la République qui avait promis et a donné à cette province qui a voté pour lui en 2018 et en 2023 massivement. Nous remercions aussi le ministre du Budget qui nous a accompagnés, qui a permis que la première tranche des paiements que la société a déjà reçus. La première phase de ces travaux va concerner la construction d'une aérogare moderne, d'une caserne anti-incendie, d'une tour de contrôle au standard international et l'élargissement de la piste interviendra dans la dernière phase. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Sokeriko,
sous la supervision du groupe de partenaires pour les services SMAT. Et puis lutte contre la criminalité dans la capitale après Maluku, c'est la commune de Kinshasa qui a emboîté le pas dans la sensibilisation sur la police de proximité, une police accessible à tous. Désormais, la population civile devra travailler en synergie avec la police pour une sécurité efficace pour tous, dont la capitale congolaise. Les populations de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, sont appelées à travailler main dans la main avec les éléments de la police pour lutter contre l'insécurité qui s'enracine dans leurs entités administratives. Après la commune de Maluku, c'est au tour des différentes forces vives et des sécurités de la commune de Kinshasa d'être sensibilisées sur la police de proximité. Ceci intervient après plusieurs forums de quartier qui ont permis de relever les problèmes qui rongent la dite commune, dominée notamment par le banditisme urbain appelé communément les Koulouna. Nous mettons ensemble avec les policiers puisque le problème d'insécurité, c'est nous la population qui souffrons et nous devons être avec les policiers qui sont là pour nous protéger et garder nos biens. Alors nous devons trouver des solutions ensemble. En fait, le diagnostic, nous décelons nos problèmes prioritaires qui sont dans les quartiers. Et ça nous amène au niveau du Conseil local de sécurité de pouvoir organiser le CLSP. Le Conseil local de sécurité, c'est à ce niveau que le bourgmestre, comme il est le président du comité local de sécurité de proximité, on va prendre des projets de sécurité locale, donc des plans de développement local, des plans de sécurité locale pour exécuter enfin dans les différents quartiers. Il s'est de rappeler que cette campagne de sensibilisation a été financée par Cordaid et Just Future qui ont apprécié l'initiative du commissariat général de la police à travers sa cellule de réforme de la police et les réseaux pour la réforme du secteur de sécurité et de justice pour rendre efficace la sécurité de la population de ce coin du pays. Et le conseil provincial du syndicat des médecins du Congo, SIMECO, était en session extraordinaire samedi au siège du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Il était question pour le personnel soignant de renforcer leurs capacités en vue de la bonne couverture santé universelle telle que prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. La formation, organisée après l'élection de nouveaux membres du Conseil provincial du syndicat des médecins du Congo, avait pour objectif de renforcer les capacités des médecins membres du SIMECO en matière syndicale, mais aussi et surtout dans la prise en charge des malades. 24 heures ont suffi pour ces médecins, en session extraordinaire, de comprendre comment se font les négociations entre le banc syndical des médecins et le banc gouvernemental, mais aussi connaître l'attitude à adopter pendant la période de la grève. Généralement, les questions dont nous venons de débattre ici, ce sont des questions qui nous ont été toujours posées dans nos structures. Et aujourd'hui, nous serons déjà à mesure de comprendre que quand il y a tel problème, comment les confronter, comment agir, comment faire pour trouver des solutions à tous les problèmes qui nous seront posés par nos syndiqués. C'était également un moment d'échange et de partage d'expériences marqué par une série de questions-réponses. Considérons que ce travail doit être fait par les nouveaux élus qui, il faut le souligner, ont de lourdes responsabilités à assumer par rapport au cahier des charges de médecins qui, comme vous le savez, est axé sur un certain nombre de revendications qui ont déjà été portées à la connaissance du gouvernement de la République dans le cadre du cahier des charges qui a été déposé le 17 juin dernier. Cahier des charges qui porte notamment sur la paye au grade statutaire, l'alignement et la mécanisation de nos payés, mais aussi l'amélioration des conditions de travail et l'arrêt du recrutement anarchique de médecins qui est à la base de beaucoup de problèmes, tant en ce qui concerne la mécanisation qu'en ce qui concerne l'alignement. C'est par la remise des brevets à chacun des participants que s'est clôturée la formation à la grande satisfaction de tous. Et l'actualité en Afrique, déjà, le Sénégal a placé avec succès son premier satellite en orbite, a annoncé le président Bassirou Diomaye Faye, jugeant que ce lancement marque un pas majeur vers la souveraineté technologique du pays, fruit d'un partenariat avec le Centre spatial universitaire français de Montpellier. Ce satellite sera notamment chargé de collecter des données pour la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau.
Le Sénégal entre dans le club restreint des pays africains disposant de leurs propres satellites de surveillance et de télécommunications. C'est un fruit des 5 années de travail acharné des ingénieurs et techniciens sénégalais en partenariat avec le Centre spatial universitaire de Montpellier, selon le président Bassirou Diomaye Faye qui indique que ces lancements marquent un pas majeur vers la souveraineté technologique du pays. Ce satellite nommé Gendesat 1A, gestion automatisée d'informations et des données environnementales par satellite, a été lancé le vendredi dernier depuis la base Vandenberg en Californie aux États-Unis. Plusieurs sources rapportent que ces satellites seraient notamment chargés de collecter des données pour diverses agences étatiques, dont la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, afin de mieux gérer les ressources de la nation. Il collectera aussi des données pour l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie afin d'aider à améliorer les préventions météorologiques et la sécurité aérienne. Le lancement des Gendesat témoigne de l'engagement du Sénégal envers l'innovation et les progrès technologiques. Il représente un jalon important dans la promotion de la science et de la technologie au Sénégal, tout en renforçant l'indépendance du pays dans les domaines de l'observation et de la gestion de ses ressources naturelles. Ceci ouvre de nouvelles perspectives pour la nation, tant au niveau national qu'international, en positionnant le Sénégal comme un acteur majeur dans les domaines spatials en Afrique. Et pour terminer, l'acteur français Alain Delon, né le 8 novembre 1935 et décédé dimanche 18 août à l'âge de 88 ans, son physique d'Apollon et son jeu à l'instinct lui avaient permis de se construire très tôt une légende à travers quelques films mythiques. Les nations européennes ont salué la disparition d'une icône du cinéma. À 88 ans, l'un des légendes du cinéma français s'est éteinte. Si l'homme a été rendu célèbre grâce au cinéma et à ses relations amoureuses très médiatisées, il s'est également avéré être un homme d'affaires avisé. La fin de sa vie a été marquée par un retour sur les planches et à la télévision, mais aussi par des prises de position polémiques. Alain Delon est né le 8 novembre 1935 dans la banlieue parisienne. À 17 ans à peine, Alain Delon s'engage prématurément dans l'armée. Il part servir en Indochine dans la marine. Il revient en métropole en 1956, époque où il commence à fréquenter les paris du quartier Saint-Germain. C'est dans ces contextes que Jean-Claude Brailly les rencontre. Il donne alors l'opportunité à Alain Delon de se faire remarquer lors d'un passage au Festival de Cannes. Sa carrière débute sans que personne ne s'y attende. En 1958, il tourne son premier film avec Yves Allégret, dans Quand la femme s'en mêle, puis un autre dirigé par Marc Allégret, dans Sois belle et tais-toi. Un an plus tard, il rencontre Romy Schneider sur les tournages du film Christine. Leur fiançailles se déroule devant la presse. Ce n'est pourtant qu'en 1985 que le milieu du cinéma récompense Alain Delon en lui décernant les Césars du meilleur acteur pour son rôle dans Les Polars, Notre Histoire de Bertrand Billier. Alain Delon avait donné des nouvelles de santé le 29 mai 2022. Il assurait se sentir physiquement bien depuis son AVC en 2019. La mort de cette icône du cinéma français a suscité des réactions, notamment le président français Emmanuel Macron qui a déclaré dans son compte X, je cite, « Monsieur Klein ou Rocco, les guepards ou les samouraïs, Alain Delon a incarné des rôles légendaires et fait rêver le monde, prêtant son visage inoubliable pour bouleverser nos vies. » On va prendre à présent le rappel des principaux titres de ce journal. L'Office des routes a dénoncé le sabotage du pont Loubi. Alors qu'il venait à peine d'être réhabilité, plusieurs pièces essentielles du pont ont été déboulonnées et volées par la population locale, compromettant ainsi la sécurité et l'intégrité de cette infrastructure cruciale. Et au Sud Kivu, bientôt la réhabilitation de l'aéroport de Kavumu, comme promis par le chef de l'État Félix Tshisekedi. La maquette a été dévoilée ce week-end. Le gouverneur de province s'est félicité de cette avancée.
Et dans le monde, nous avons parlé de la disparition, du décès de la légende du cinéma français Alain Delon, qui est mort ce dimanche à l'âge de 88 ans, ont annoncé à l'AFP ses 3 enfants. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bon dimanche et déjà bon début de semaine. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.